Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Inès Mainfray. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière dans lequel nous retrouvons Inès Mainfray. Bonjour Inès. Bonjour. Donc tu nous avais parlé la dernière fois de tes recherches sur les carreaux de céramique qu'on trouve dans beaucoup d'endroits à Taïwan, que ce soit les maisons, les tombes, les vieilles maisons et aussi d'ailleurs sur les toits des temples. Oui, c'est ça. Et donc ça t'a permis de rentrer dans un nouvel espace qui est celui de la fabrication des temples, Oui. dont on va parler un peu plus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Peut-être avant de commencer à rentrer dans les détails de la fabrication des temples, c'est important de rappeler qu'ils sont vraiment omniprésents à Taïwan. On en voit partout de toutes les tailles et beaucoup qui sont en cours de construction ou de rénovation aussi. On voit vraiment que c'est un domaine qui est très actif même aujourd'hui. Oui, moi, en m'intéressant aux carreaux céramiques, forcément, je me suis intéressée aux temples parce qu'il y a beaucoup de carreaux céramiques sur les façades des temples ou à l'intérieur parfois. Et évidemment, les temples ici, ça reste un lieu très important de la culture populaire où beaucoup de gens y vont et prient. Donc, moi, je me suis intéressée aussi hormis les carreaux, aux céramiques architecturales, donc par exemple les tuiles, qui ont aussi un rôle symbolique que je suis en train d'approfondir. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis intéressée aux temples. Et je trouvais ça, encore une fois, dans cette dynamique de lier l'usage à la production. J'ai trouvé une usine dans le sud de Kaohsiung qui produit des temples. Et j'ai trouvé cet endroit fabuleux. C'est une usine qui s'appelle Chuanso, qui est à 1 heure de Kaohsiung. Et ils produisent des temples, en fait. Alors, comment ça marche ? Ça doit être gigantesque, parce qu'un temple, c'est très grand. Oui. Et puis, il y a tellement d'éléments différents. En fait, c'est comme si... il y a un catalogue, et on choisit le temple qu'on veut. Il y a à peu près 7 temples qui sont finalisés par jour. Après, il y a différentes tailles aussi. Il y a des temples très petits, comme des temples assez grands. Et ensuite, c'est envoyé sur site. Donc là, c'est vraiment que la production. Mais c'est gigantesque. Donc c'est tout ce qui est sculpture, oui, menuiserie, oui, céramique. Oui. Eux, ils produisent pas les céramiques. Ils mettent des céramiques architecturales qu'ils achètent chez un fabricant. Et ils font pas non plus toutes les statues des divinités, tout ce qui est... Si, aussi ? Ouais. D'accord. Oui. Par exemple, je sais pas si tu vois le temple, le Lotus Pond à Kaohsiung. Oui. C'est eux qui l'ont fait, par exemple. Avec les 2 grandes pagodes du dragon et du tigre. Oui. Donc ils font vraiment plein de choses. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, j'arrive à savoir quel temple est produit chez eux ou pas. Mais ils font juste aussi des petits temples, par exemple pour les généraux, les 5 généraux. Et ça, c'est des toutes petites architectures. Est-ce que ça peut ressembler un petit peu, pour faire un parallèle un peu éloigné, mais aux chapelles qu'on peut trouver en France, où il y a parfois des églises énormes, ou bien des chapelles ou des hôtels qui sont là tout seuls avec une croix et pas grand-chose de plus. Oui. À Taïwan aussi, on a ces différentes tailles de bâtiments religieux. Et du coup, comment ça fonctionne un petit peu cet atelier pour y revenir ? C'est divisé par pôle, mais en même temps, tout est sur place. De ce que j'ai cru comprendre de l'histoire aussi de l'usine, tout a été mis sur un seul et même site, c'est-à-dire toutes les étapes. La menuiserie, le béton, la peinture, la pose de céramique, jusqu'à l'envoi, en fait, tout est internalisé sur un seul et même site pour plus d'efficacité aussi. Et après, tout est du coup un peu divisé par pôle. Et moi, j'ai fait 3 terrains là-bas. J'ai fait un premier terrain d'observation parce que je savais pas trop où je mettais les pieds. Et ensuite, après, j'ai été plus dans la production. Mais moi, j'étais à la partie peinture. Et donc, qu'est-ce que tu as peint ? Des temples. J'ai peint des temples et j'ai fait des dégradés. Des fois, souvent, sur les façades des temples, il y a des dégradés d'une couleur, par exemple bleu, jusqu'au bleu très clair. Je sais pas si tu vois. Sur les volumes, en fait, les temples ont des ornements en volume qui sont peints souvent en rouge, vert, des couleurs très vives. Et par-dessus ces couleurs-là, il y a des dégradés qui sont faits.
Donc j'ai fait ça. D'accord. C'est assez dur. Mais Et ça reste juste un dégradé, parce qu'il Oui. y a aussi des peintures sur les dieux des portes, par exemple, où là, non, ça reste que des dégradés. très très fin comme... Oui. Eux, ça, ils le font pas, par exemple. Ils font en termes de peinture et... D'accord. Eux, ils s'occupent vraiment de l'architecture. Après, les éléments ajoutés, c'est pas eux qui le produisent. D'accord. Là, on est vraiment dans la production de quelque chose de plus sacré par Oui. rapport aux céramiques que tu disais la dernière fois, où c'est vraiment la production d'un objet sans qu'il y ait de sentiments ou de rituels qui soient impliqués là-dedans. À ce niveau-là, dans la fabrication des temples, comment est-ce que l'aspect religieux est présent dans le processus de fabrication ? Eh ben, contrairement aux usines où, pour le coup, la symbolique n'était pas trop incluse dans la production, ici, il y a vraiment un soin qui est fait pour l'architecture et pour sa réalisation. C'est-à-dire que, par exemple, pour la peinture, il y a un soin particulier qui est attribué à certains éléments, comme le dragon, qui a quand même une symbolique assez forte. Et puis, de façon générale, il y a un soin qui est accordé aux choses que moi, j'ai pas du tout l'habitude de voir aussi dans les usines en France. Tout est fait à la main. Pour le coup, là, il y a presque aucune machine. Il y a aussi des valeurs qui sont pas forcément liées au sacré, mais à la symbolique. Il y a un soin qui est particulièrement accordé aux choses et qui permet aussi d'être plus minutieux. Il n'y a pas de temps imposé pour finir un temple, par exemple. Il n'y a pas de pression de la hiérarchie. Mais voilà, ça reste aussi des conditions qui sont assez particulières, dans le sens où ça sent très fort le béton et la peinture. Les employés sont exposés aussi à un bruit constant. On est par terre pour peindre. Enfin, moi, j'ai fait une journée de travail pendant mon 2e terrain. J'étais fatiguée. Mais voilà, après, c'est... Je dirais dans le soin accordé aux choses et aussi au fait d'être conscient de produire des éléments qui sont culturellement forts. Et par exemple, pour le dragon, quand on a fait le premier terrain, on nous a dit que un soin était particulièrement accordé à cet animal parce que ils pensent que les dragons ont vraiment existé, et donc ils essayaient d'être minutieux par rapport à la production de ces ornements. Je pense que c'est assez différent de ce qu'on peut voir en France et ce qu'on peut s'imaginer. C'est vraiment particulier. Et puis, pendant la journée jeunes chercheurs, tu avais aussi évoqué le fait que les décisions ne sont pas forcément prises par les commanditaires du temple, mais parfois avec les divinités aussi qui sont tout à fait, impliquées. Comment ça se passe ? Ça, on l'a pas encore pu le voir. J'aimerais bien, avant de partir, le voir. Mais ce qui se passe, c'est que en termes de décision de quel temple, parce que ça reste un catalogue de temples, donc on peut choisir, est-ce qu'on veut un temple bouddhiste, taoïste, de quelle taille, de quelle couleur. Alors moi, je me suis aussi questionnée sur comment est-ce que les personnes choisissent le temple. Et donc il y a plusieurs façons, j'ai cru comprendre, mais une des façons, c'est de demander l'avis aux divinités. Donc soit le catalogue est directement posé dans le temple ou à l'endroit où le temple sera, et en fonction des pages, en fonction de plein d'éléments, le temple va être choisi, ou alors, dans certains cas, la divinité ou les divinités sont apportées dans l'usine. Là, c'est quand la statue de la divinité est apportée, et en général, ça se passe avec les papouets, donc les morceaux de bois en forme de demi-lune qui doivent tomber, une à l'endroit, l'autre à l'envers, pour que ce soit oui. Mais ça, on n'a pas pu le voir encore. Je pense que c'est... Je sais pas si on y aura accès aussi. Oui, ça, c'était aussi quelque chose que je voulais demander par rapport à l'accès. Est-ce que tout est ouvert un petit peu ? Toi, tu y allais en tant que chercheuse. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient un peu tabous ? Pas dans cette usine-là. Dans les usines dont j'ai parlé la dernière fois, oui. Il y a plein d'usines qui ne voulaient pas que je vienne chercher un peu leur secret de fabrication. Là, pour le coup, non, c'est très ouvert. Ils sont très contents que je vienne, et à chaque fois, c'est vraiment très ouvert. Il n'y a aucun tabou sur ça. Après, c'est aussi un peu difficile d'échanger parce que à la peinture, les employées sont vietnamiennes. C'est que des femmes. Donc moi, je parle pas vietnamien, donc c'est assez dur. Mais justement, c'est aussi un type d'échange qui est totalement différent parce que ça se passe par le geste, le regard. Et ce qui est assez intéressant aussi parce que moi, j'avais peur aussi qu'on me ferme certaines portes en tant qu'étrangère.
En tant qu'étrangère, et je sais que pour certaines religions, parfois aussi en tant que femme, il y a Oui. des espaces qui sont fermés. Oui. Et dans la fabrication, tu disais pour la peinture, c'est que des femmes vietnamiennes. Et pour les autres espaces, Dans la partie construction, menuiserie, c'était surtout des hommes, mais il y avait aussi des femmes. d'accord. Et plutôt des Taïwanais ou pas uniquement? Non, c'est que des Vietnamiens, je crois. D'accord. Ou que des... Peut-être qu'il y a quelques Taïwanais, mais en tout cas, la majorité sont d'origine étrangère. Est-ce que c'est aussi par rapport au salaire? Est-ce que tu as une idée de combien les ouvriers sont payés? Non, ça, je sais pas. Bah, par exemple, ça, on n'a pas trop voulu me le dire. J'ai pas non plus cherché à approfondir, étant donné qu'on m'a pas trop donné l'info. Mais oui, c'est par rapport au... Souvent, par exemple, les Vietnamiennes qui sont à la peinture sont mariées avec des Taïwanais. Et donc, elles travaillent là aussi pour être avec leur famille. Après, je sais pas, je pense que chaque profil est différent, mais oui, ils sont mieux payés qu'à l'étranger. Ouais. Ouais. Oui, et en même temps, on voit que c'est aussi eux qui font des travaux difficiles, quoi. Oui. En tout cas, quand on a échangé en anglais avec mon interlocutrice, elle me disait qu'elles sont formées par le gérant de l'entreprise, qui a 87 ans, je crois, et qui est très actif dans l'entreprise, et c'est assez intéressant de voir. Il se balade sur son scooter dans l'entreprise pour voir que tout va bien. Donc par exemple, lui, ça lui a posé aucun problème que je sois là et que je travaille de façon ponctuelle aussi. Et du coup, il y a combien de personnes qui travaillent en tout dans cette entreprise? Ça, je sais pas précisément, mais je crois qu'il y a une 40aine de personnes. Ok. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça de fabrication de temples à Taïwan. Est-ce que tu as une idée aussi? Non, c'est la seule. Après, c'est la plus grande entreprise de production de temples modulaires d'Asie. Après, à Taïwan, j'en ai pas vu d'autres. Est-ce que les autres, c'est plutôt séparé, que certaines personnes font que la menuiserie, que... Oui, peut-être. Et puis, il y a aussi... Eux, par exemple, ils font pas de la rénovation sur place. Eux, ils produisent le temple et le temple est déplacé sur site. Mais des fois, on voit aussi, quand on se promène un peu... Enfin, moi, ça m'est arrivé de voir aussi des rénovations qui sont faites directement sur place. Ouais. Parce que c'est plus technique ou parce que le temple est en rénovation. Eux, ça, par exemple, ils le font pas. Parce qu'il y a tellement de temples partout à Taïwan que j'imagine pas que cette usine soit la seule non plus. Non. Eux, c'est vraiment temple modulaire. Donc, tu choisis tes modules, en fait. Donc, ça peut aussi aller... les modules, ça va jusqu'à... Est-ce qu'on prend un porte-encens? Est-ce qu'on prend... Ça va dans les détails, en fait. D'accord. Et pour conclure un petit peu, comment est-ce que tu penses donner suite à cette recherche à Taïwan pour toi, soit encore ici, soit après à l'avenir? Eh ben, moi, de façon plus générale, je veux m'interroger plus sur les céramiques architecturales, donc les carreaux, mais aussi les tuiles et les briques. À Taïwan, là, je suis vraiment dans la partie plus graphique et restitution des enquêtes, même si je vais quand même continuer à aller dans l'usine pour un peu finir mes terrains. Et après, pour la suite, je suis en attente d'une réponse pour un doctorat, plus sur les céramiques architecturales aussi, et toujours sur la production. Qui serait centré sur la France, sur Taïwan, un autre pays? En Europe. En Europe. France, j'aimerais bien visiter des usines en France, continuer mes terrains en France. Et en Italie aussi, parce que l'Italie fait partie c'est le 5e pays exportateur de céramique architecturale. Donc ça m'intéresse aussi de voir en Europe qu'est-ce qui se passe dans les usines. D'accord. Eh ben, merci pour tous ces partages et puis bonne continuation dans ces céramiques. C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière avec Inès Mainfray, présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.